On repart les amis, on repart avec Olivier Weinstock, Agile Buyers. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Tu vas venir nous voir régulièrement Olivier. Tu as eu la bonne idée le mec, c'est genre, ah bon, c'est une surprise, comme si on n'en avait pas parlé et tout. Non, mais Bismart, c'est la chaîne de la transparence. On est d'accord. Voilà. Comme l'achat public d'ailleurs, c'est une des règles de l'achat public. Alors, c'est une des règles de l'achat public dont on va parler. Non, mais l'idée que tu as eue, Olivier, qui me plaît bien, donc les achats, ça nous passionne. Toi, c'est ton cœur de métier. Oui. Moi, ça m'intéresse énormément. Ils sont au cœur aujourd'hui d'énormément des injonctions qui pèsent sur les entreprises et sur le secteur public. Et donc, quand l'actualité pourra nous permettre de réfléchir aux achats, à ce moment-là, tu viendras. Et là, en l'occurrence, c'est... autour, alors je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais justement je vais vous dire ça. Donc la peine qui a finalement été allégée pour l'ancien président de Radio France, Mathieu Gallet. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Donc condamné pour favoritisme en janvier 2018 pour des attributions de marché public qui remontaient à l'époque où il était président de l'Institut national de l'audiovisuel, de l'INA. Donc condamné pour avoir commandé près de 400 000 € de prestations à 2 sociétés de conseil sans avoir respecté les règles des marchés publics. Alors pour l'un, c'était pas de mise en concurrence. Et pour l'autre, c'était le cabinet Roland Berger, qu'on connaît bien. Enfin, je ne sais jamais si on dit Berger ou Berger d'ailleurs. Enfin, vraiment gros cabinet. Appel d'offres beaucoup trop court, appel d'offres de 5 jours. C'est ça. Alors d'abord, il a quand même écopé d'une peine de prison. Alors d'abord, ça l'a obligé à partir de la tête de Radio France. Surtout, et ça, voilà, surtout. C'est ça. Oui, enfin quand même 1 an de prison avec sursis. Quant à ça derrière toi, c'est chaud quand même, je pense. Mais il l'a pas eu. Voilà. Donc il avait d'abord écopé d'une peine d'1 an de prison avec sursis. Finalement, donc elle est levée en appel. En revanche, son amende est portée de 20 000 à 30 000 €. Et ça nous rentre dans le sujet qui t'intéresse. Je cite son avocat. Tout ce qui a trait à l'intentionnalité de la peine a disparu. Il ne reste que les erreurs de procédure. C'est ça. Et c'est ça qui t'intéresse, Olivier. Pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est que se poser la question, c'est le cas de Mathieu Gallet, il va faire un peu jurisprudence dans les esprits. Qu'est-ce qui se passe ? On est en train de dire qu'il ne s'est pas enrichi, qu'il n'a pas fait une action qui était mauvaise pour l'entreprise qu'il dirigeait. Par contre, il n'a pas suivi la procédure. Ouais. C'est vrai. Ouais. Il n'a pas suivi une procédure. Mais on n'a pas dit que ça avait causé du tort à l'entreprise pour laquelle il bossait. En d'autres termes, aujourd'hui, je vais faire simple. Vas-y, mais on a 9 minutes. Les acheteurs d'être un peu compliqué. Les acheteurs publics, ils fonctionnent sur une triptyque. Le premier, c'est le juridique. Avoir un juridique qui soit nickel. Le deuxième, c'est la performance économique. Et le troisième, c'est la performance opérationnelle. Donc, en d'autres termes, ce qu'ils achètent, il faut que ça respecte les codes des marchés publics, qui peuvent être compliqués. Ouais. Il faut qu'il y ait un intérêt économique, donc qu'ils aient fait un appel d'offres, par exemple, pour avoir la meilleure offre financière. Et il faut que ça fonctionne bien, que ça s'utilise bien. Eh bien, le problème, c'est que la dérive qu'on peut avoir, c'est que les dirigeants publics vont avoir peur que du juridique. Parce qu'en l'occurrence, Mathieu Gallet, il s'est fait dégommer sur un sujet juridique. Sans doute que c'était la meilleure performance économique, je ne sais pas, ou opérationnelle. Donc tout le problème... Et moi, c'est que les mecs soient tétanisés. Voilà. Et il y en a qui sont tétanisés. Et pourquoi ça me gêne ? Parce qu'on voit que depuis 5 ans, en termes d'achat public, il y a des procédures, des façons de travailler qui sont de meilleur en meilleur, qui sont de plus en plus professionnelles. Et les gens pensent pas qu'au juridique, et les acheteurs publics... Et les bons acheteurs publics pensent de plus en plus à la partie opérationnelle et la performance économique. Sauf que la performance économique, c'est nos sous. D'accord ? C'est même le sujet de tous les sujets quand on parle de la dépense publique. C'est pas le sujet, c'est est-ce qu'il y en a trop, pas assez et tout. Ça, c'est un sujet idiot. C'est quelle efficacité elle a, cette dépense publique. Voilà le sujet. Donc... Voilà, ce que j'espère, c'est juste qu'il y aura pas que ça va pas marquer les esprits. Alors, ça se finit bien, mais malgré tout... Enfin, ça se finit bien, non, parce qu'il a perdu son poste. Mais, alors quand même, attends. Alors, 2 choses. D'abord, premier point, j'ai découvert grâce à toi... on va voir un petit graphe là, parce que tu me dis, attention, c'est des montants super importants, c'est 10% du PIB, et tout, je dis 10% du PIB, machin. Donc je vais regarder, moi, bon vieux journaliste, je vais sur la base de l'État, le graphe va arriver, enfin j'espère qu'il va arriver, puis s'il n'arrive pas, voilà. Je vais sur la base de l'État, chiffre clé, machin, Bercy, enjeu d'achat public, 90 milliards d'euros. Je te dis, Olivier, non, c'est 3% du PIB, quoi, c'est pas là. Et tu me dis, non, ça, là, donc j'ai ministère, j'ai établissement public et organismes, j'ai hôpitaux, j'ai collectivités territoriales. Ça, c'est qu'une partie du gâteau. Ça, c'est qu'une partie du gâteau. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que cette analyse, ces chiffres, je les connais bien, c'est du déclaratif, numéro 1. Toutes les commandes en dessous de 90 000 € ne sont pas là-dessus. Donc, autant un ministère a peu de commandes en dessous de 90 000 €, autant... collectivités territoriales, hôpitaux... Ils ont que ça. Ouais. Donc, on oublie... D'ailleurs, pour les collectivités territoriales, il y a une autre étude qui a montré justement que les 20 milliards qui sont là sont plutôt 80 milliards.
Voilà. Mais c'est pas possible. Mais si, parce qu'ils n'ont qu'une petite dépense. Mais c'est énorme, les collectivités territoriales. Mais je veux bien que ce soit... Moi, c'est pas sur le montant, c'est qu'on sache pas. C'est que Bercy, dans les documents officiels de vote du budget, te met 20 milliards d'euros d'achat des collectivités territoriales, et que le gars qui est le praticien dit non, c'est sans doute plus... Tu vois, c'est pas 2 fois plus, c'est 4 fois plus. Et alors, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a tellement d'acheteurs publics, c'est tellement varié. On a certains des ministères, mais on a des conseils régionaux, on a des petites mairies, des grosses mairies, on a des organismes publics ou parapublics, je ne sais pas, SNCF, RATP, ces gens-là suivent une commande publique. Ils suivent le même processus, d'ailleurs, que l'INA. Mathieu Gallet. Que Mathieu Gallet, le même. Donc, en fait, c'est extrêmement large. Ces chiffres, par exemple, effectivement, il manque une partie. Mais en tout cas... Ah ben non, mais si tu es vraiment sur 10% du PIB, hein, c'est pas 89 milliards, c'est 270. Donc, mais qu'on soit à 3, 4 ou 5, on est en train de dire que ça a quand même un impact fort sur le PIB. Voilà. Super important. Après, le sujet. On ne doit pas être loin d'avoir le même âge. On a tous vu, moi, ce qui a été pour moi l'un des documents journalistiques les plus spectaculaires de ma carrière. Est-ce que la cassette mairie, ça te dit quelque chose? Tout à fait. Voilà, je le dis très très vite, attribution des marchés publics dans les Hauts-de-Seine. Et on avait un entrepreneur, avant son suicide, qui enregistre une confession incroyable où il raconte comment il surfacturait l'ensemble de ses marchés pour ensuite envoyer des commissions et des rétrocommissions vers le RPR. Urbac-Graco avec le Parti Socialiste, c'était la même chose. Et là, on est au cœur des années 90. Bon. Tous les gens qui font aujourd'hui ces règlements, ils restent aujourd'hui traumatisés par ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a encore le traumatisme des problèmes sur les travaux en années 90 ou même de la gestion des déchets. Et ça, complètement traumatisé précisément le législateur français. Oui, mais c'est pas mal quand même, non Alors, non, mais c'est très très bien. C'est très très bien qu'est-ce contrôle. Maintenant, il y a une disparité en Europe. Je prends un exemple. Aujourd'hui, en France, c'est du pénal de faire une erreur. En Allemagne, ça ne l'est pas. Voilà. Alors, il y a encore des amendes, mais il n'y a pas du pénal. Donc, on est tout à fait d'accord. Le fait qu'il n'y ait plus qu'on évite que l'argent soit jeté par les fenêtres, d'une part, dans le bon prix, c'est quand même pas une mauvaise idée, et le fait qu'on évite la corruption, évidemment que c'est important. Et évidemment que ces règles sont bien faites pour ça. Maintenant, il ne faut pas que dans la façon dont on dépense les deniers publics, il n'y ait que cette composante-là. Il faut qu'il y ait ce triptyque. Les règles, elles ont du bon. Elles sont fondamentalement bonnes. Je vais juste là-dessus. Les règles sont fondamentalement bonnes. D'abord, elles permettent l'accès à tous à la commande publique. C'est des très bonnes règles. Il y a un deuxième point, c'est la transparence. Ça veut dire que quand il y a eu un appel d'offres, on peut connaître qui a gagné et pourquoi. D'ailleurs, le public le fait peut-être même mieux que le privé. Et il y a une égalité de traitement. Donc, ces 3 règles, elles sont très bien. Le seul problème qu'on a, c'est que la règle s'applique de la même façon qu'on soit une grosse entreprise ou une petite mairie. Évidemment, quand on est la RATP, la SNCF, qu'on est l'Andra... Sur un marché de 3 milliards... Ils savent très bien le faire parce qu'ils sont très équipés, il y a beaucoup de monde et ils le font très bien. Maintenant, quand on est une petite mairie, quand on est une petite entité publique, eh bien, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur de gérer ce genre de choses. Ce qui me gêne, Olivier, parce que je comprends tout à fait ce que tu dis, ce qui me gêne, c'est l'exemple qu'on prend là. Bah oui. C'est-à-dire, Mathieu Gallet, il n'est pas maire d'une petite commune du Larzac, tu comprends. Mathieu Gallet, je pense qu'il est cortiqué pour faire correctement un appel d'offres. Et la deuxième chose qui me gêne, je le dis comme ça y est, mais on parle quand même de consultants, tu comprends. Ouais. C'est pas l'urgence à recruter le cabinet Roland Berger. Tu vois, c'est pas le système anti-incendie qui calanche, tu vois. C'est pas un problème d'isolation ou un mur qui se casse la figure ou des ordinateurs... Donc c'est là où tu es quand même sur un chemin de crête dans ce sujet. C'est toute la complexité. Et la complexité, c'est est-ce qu'il y avait une volonté derrière tout ça. Maintenant, on va se dire les choses clairement. Les organismes comme ceux-là, ils font des dizaines de milliers de contrats. Et si quelqu'un s'imagine que tous les contrats sont nickel, c'est faux, parce qu'il y a des erreurs partout de toute façon. Ouais. Donc là, effectivement, il y avait une erreur, mais c'était 5 000 € par mois, le gars. Donc ça, c'est le coût d'une ou 2 assistantes. Donc c'était pas des montants complètement délirants. Et effectivement, s'imaginer qu'un type de son niveau ait regardé ce détail-là, il en avait la responsabilité, mais on était sur des montants qui étaient relativement faibles. Non, mais je vais te faire sourire. L'intentionnalité, je ne la connais pas. Mais en tout cas, on est en train de se dire que le zéro défaut dans ce cas-là, il n'existe pas. Et c'est tout le problème, c'est qu'effectivement, c'est une arme politique. Je vais te faire sourire. En partant enregistrer cette émission, là,
Mon voisin donc qui est en train de négocier une subvention avec la mairie de banlieue, voilà, hein, peu importe. Subvention pour les Restos du Cœur, voilà, je peux le citer. Je crois que c'est 2500 €. Il m'a montré le formulaire CERFA à remplir. C'est ça. Il y en a 15 pages. Oui. Et donc, je me disais, mais à traiter, en fait, ça va coûter plus cher à la mairie que de presque donner la subvention. Donc ça, effectivement, là, il y a sans doute un sujet. Alors, effectivement, sur les petits montants, il y a un traitement administratif qui est un peu lourd. Ouais. Alors d'ailleurs, il y a eu des choses qui ont été créées. Par exemple, il y a ce qui s'appelle l'UGAP, qui est un espèce de cataloguiste de l'État. Ça pourrait presque appeler une start-up, parce qu'ils ont monté leur chiffre d'affaires, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 5 en 10 ans, qui est une espèce de cataloguiste qui va sur lesquels les petits acteurs... Le manutant de l'achat public, voilà. C'est exactement ça. Il y en a d'autres que eux, mais eux, ils existent depuis très longtemps, donc il y a des solutions aussi. Mais le problème n'est pas simple. Effectivement, il y a des problèmes éthiques, mais maintenant, voilà, le message, c'est de dire qu'il y a un souffle qui a été donné sur l'achat public qui est assez impressionnant, avec une professionnalisation de plus en plus. Il y a des gens qui sont de bon niveau qui sont arrivés là-dedans, des pratiques qui sont de meilleur en meilleur. Il ne faudrait pas que le cas de Mathieu Gallet, ça soit une limitation, un arrêt de la démarche qui est en ce moment. Et voilà, évidemment, il ne faudrait pas que ça tétanise l'ensemble de ceux qui ont envie d'avancer, d'acheter, d'investir, et de faire de façon intelligente. Mais on est d'accord que dans l'achat public, il reste quelques trous dans la raquette. Il y a quelques défauts. Par exemple, un décideur public ne peut pas dire je veux absolument acheter Made in France. Ce serait illégal par rapport aux règles d'achat public. Oui. Après, il peut le faire différemment. Mais ça, ce serait... Faisons-en un prochain débat. Voilà. Faisons-en un prochain débat, parce que je ne suis pas du tout sûr, moi, que ce soit un service à rendre aux entreprises, que de protéger le Made in France. Mais on est au bout, Olivier. Prochain débat, très très bien. On fait comme ça. Non, mais je réfléchissais là justement à, tu sais, McKinsey, la façon dont Emmanuel Macron passe ses contrats avec les grands cabinets de consultants. Là, j'aimerais bien voir si l'appel d'offres a forcément été très carré. Je pense que maintenant c'est carré. Mais justement, il y a une inquiétude là-dessus. Donc maintenant, je pense que les contrats sont très très carrés. Et c'est un cas particulier, effectivement. Olivier, à bientôt. Effectivement, pourquoi pas parler du Made in France. Écoutez, ça peut être un truc. Non, Stéphane, ça peut être un truc très intéressant. Les amis, dernière partie de Bismarck tout de suite.